Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, encore bienvenue sur le plateau de l'émission. Vous êtes, vous le savez, maintenant de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Et puis le relais qui se fait sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, je suis toujours épaté que ça croît énormément. Et ça prouve qu'on est bien dans les sujets. On est aussi bien avec nos invités. Comme je le dis souvent, le plateau, c'est quoi ? C'est tout simplement être dans son salon avec des personnes qu'on apprécie, des personnes qui sont bourrées de connaissances, de savoir, qui n'ont qu'une seule envie: partager pour faire avancer les sujets, qu'on soit d'accord, qu'on soit peut-être pas d'accord. La polémique n'a pas trop de place ici, elle est juste place aux idées et je dirais à répondre aux interrogations que vous toutes et tous pouvez avoir. Petit point cette semaine intéressant sur la qualité de l'air. Vous savez que je fais le rapprochement de celle qui est dehors, de celle qui est dedans. Petit chantier sur une zone du littoral français que je détaillerai pas forcément, un peu du côté de l'ouest. J'ai toujours un petit peu de peine à voir qu'il y a des projets qui sont posés. On sait qu'il y a une problématique radon. C'est un gaz radioactif qui compose la planète. Pierre et Marie Curie l'ont d'ailleurs démontré, cette radioactivité. Et qui a un potentiel, je dirais, de cancérogène avéré au niveau de cancer du poumon. C'est entre 3 et 9 000 morts par an en fonction des années. C'est pas anodin du tout. Et ça me fait toujours un petit peu mal de savoir que quand on pose les éléments qu'il faut pour traiter sur le sujet, pour quelques écarts de monétaire pas énorme sur un projet assez conséquent, on dit ah ben non, on va pas le traiter, on va rester sur ce qui se fait habituellement. Sauf que ce qui se fait habituellement ne suffit pas. Et là, en l'occurrence, on parlait de membrane et de garder des systèmes d'air ou de ventilation qui tire l'air du logement pour l'extraire, et là on fait aussi monter le radon dans le logement. Donc soyez vigilants, renseignez-vous bien, c'est toujours ça que l'on met en avant ici sur l'émission. On fait pas n'importe quoi, mais surtout on a tous le devoir et l'honneur de s'informer et d'ouvrir aussi nos horizons pour essayer de savoir comment on peut mieux faire. Alors comment on peut mieux faire aujourd'hui ? On va le regarder au travers des yeux, de la réflexion, je dirais Oh, il va m'engueuler si je dis ça, de la grande expérience de notre ami Henri Buzicazo, que j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui comme invité. Henri, tu es le bienvenu. Merci beaucoup Nicolas, très heureux d'être avec toi. Ça fait très longtemps qu'on avait dit qu'on se retrouverait. Exact. Les actualités sont de choses et d'autres. Tu es de beaucoup de sollicitations aussi. Et on va parler avec toi, je crois qu'on va parler d'immobilier. On est sur Radio Imo. On va peut-être faire des petits liens assez sympathiques entre l'immobilier, il se passe quoi ? Et puis derrière, quelles sont les réflexions de quelqu'un qui est dans l'immobilier vis-à-vis de la bonne considération du bâtiment pour qu'il prenne soin des habitants, ce bâtiment bienveillant. Alors Henri, je finis là-dessus et je te passe la parole parce que je sais qu'on a plein de choses à se dire. Henri Buzicazo, qui est le président de l'IMSI, c'est l'Institut du Management des Sciences Immobilières. Services immobiliers. Des services immobiliers, pardon, mais aussi des sciences. Oui, tout à fait, mais je suis d'accord. On va assez loin. Je vais peut-être changer le nom d'ailleurs, tu me l'inspires. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît. On va le garder. Et il est aussi membre du Conseil national de l'habitat, ce qui n'est pas rien, entre autres d'avoir aussi été président de la FNAIM et bien d'autres organismes. Mon cher Henri, la parole est à toi. Alors, tu vois, ce qui me plaît, outre de te rencontrer ici, d'être sur ce plateau, c'est de faire ce lien qu'on ne fait vraiment pas assez entre la qualité de vie. Qualité de l'air, c'est la qualité de vie. Et puis, toutes ces contraintes de transition environnementale, notamment pour le patrimoine résidentiel, pour nos logements. Tu vois, allez, on va se dire la vérité, dans cet univers immobilier, les professionnels, leurs organisations, donnent quand même le sentiment qu'on vit tout ça comme des contraintes très lourdes. Et c'est vrai. Il y a un calendrier dans Climat Résilience. Allez, on a en gros une dizaine d'années pour réformer notre patrimoine, nos immeubles en copropriété, nos maisons individuelles, mais aussi des crêts tertiaires, nos bureaux, nos lieux d'exercice. Donc c'est des contraintes, c'est de l'argent. C'est des dépenses qu'il va falloir exposer en moyenne pour améliorer un logement entre les parties privatives et les parties communes, si c'est un immeuble en copro, ça va être 30, 35, 40 000 euros. Dans une maison individuelle, on pourra arriver au double. C'est considérable.
Alors, il y a des aides publiques, mais quand même, on sait que les ménages vont devoir mettre la main à la poche. Bon. Et mettre la main à la poche en gardant la main sur ce qu'ils font. Parce que être aidé n'est pas forcément une vraie aide. Il faut aussi qu'elle soit prise en conscience. Il y a deux considérations. Il y a pourquoi fait-on tout ça ? Donc, garder la main. Quelle est l'amélioration technique des logements ? Et deuxièmement, comment on va financer ? Mais le premier sujet, étonnamment, on en parle très très peu. Entre le fait que ce soit une contrainte, que ce soit écologique, alors on aime, on n'aime pas, bon, je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus de climato-scepticisme, mais enfin, on voit bien que les dérèglements climatiques, ils sont à nos portes. Au moment où on parle, voilà, on est dans ce studio, il y fait bon. Il fait bon, d'ailleurs, pour une fois, j'ai tombé la veste parce que c'est vrai qu'il fait bon. Je la conserve, mais on sait que, voilà, dans nos rues, à Paris, ailleurs, on a aujourd'hui des températures qui sont anormales et qui sont très élevées. Bon. Et donc, la question, c'est tous ces travaux, tout cet effort environnemental qui n'est pas que énergétique, hein, c'est pas juste bien isoler son logement, c'est environnemental, ça sert à quoi ? Il est aussi d'usage. Il est d'usage. Parce qu'en fait, le premier acteur de celui qui est dans le bâtiment, le logement ou pas le logement, on a aussi les bureaux, on en parlait tout à l'heure, le taux d'occupation avec ce qui s'est passé, je dirais, sur les plateaux qui sont libérés au vu du Covid et de cette travail déporté qu'on a créé. Moins de besoins, de superficie de bureaux. Voilà. Mais des bureaux qui, de ce point de vue-là, en termes de qualité de travail, de vie au travail, vont devoir être top, irréprochables. Ça vient vers nos logements aussi. L'usage, parce que faciliter l'usage. Si on n'est pas prêt nous-mêmes à bien faire vis-à-vis de ça et qu'on les comprend pas bien, il va se passer quoi ? On va sûrement créer des travers qui vont être encore plus énergivores qu'on peut l'imaginer. C'est très clair, les baisses de productivité, etc. Bon. Donc on voit, et selon les populations s'agissant des logements, bien sûr, il y a les personnes âgées, très âgées, dont on sait qu'elles souffrent jusqu'à l'extrême des excès de chaleur, ça peut être de froid. Les étudiants. La chaleur, si je peux me permettre, Henri, on a eu des chiffres qui sont tombés l'année dernière, hein, les vagues de chaleur sur l'Europe ont fait 61 000 morts. Voilà, c'est des chiffres... Sur l'Europe. Incroyable. Donc, très clairement, on ne dit pas assez, et on le dit chez toi, et merci de me conduire à le dire aujourd'hui, que le premier bénéfice, c'est pas de faire baisser les factures énergétiques. On n'entend que ça. Depuis 15 ans, on va faire baisser les factures énergétiques. Alors c'est sûr que quand il y a une inflation comme aujourd'hui et qu'on voit que payer sa facture d'énergie est épouvantable, on se dit si mon logement était mieux isolé, mieux fabriqué, ça irait mieux. Mais la qualité de vie compte énormément. On ne met pas cet argument en avant. Or, dans nos logements, dans nos bureaux, dans nos usines, si on parle d'industrie, dans nos entrepôts, la logistique, il faut aujourd'hui que la femme ou l'homme qui y est, ce sont des bâtiments pour des femmes ou des hommes, ils soient heureux. Voilà. Et donc la transition environnementale, ça facilite l'effort qu'il faut faire. Quand on sait pourquoi on fait un effort, on le fait plus volontiers. Moi, me dire, je vais être mieux dans mon logement, et effectivement, il va être mieux isolé. Pas contre seulement le froid, mais contre la chaleur. C'est surtout ça qui compte. C'est surtout ça qui compte. Et ça pourrait aller jusqu'à des équipements. Ça a été dit dans d'autres émissions, mais on va consommer en gros 22% de chauffage en moins. Oui, tout à fait. Mais 35% en plus pour se rafraîchir. Absolument. Ce qui quand même est une sacrée note. Et vous le savez, hein, les émissions sont de temps en temps enregistrées. Celle d'aujourd'hui est enregistrée et on apprend que le 1er août, on va avoir, ou on a eu, si l'émission va passer fin du mois d'août, on prend 10% de facture d'électricité en plus. Voilà. Exactement. Alors ça pourra aller, et c'est le cas aujourd'hui. Je suis président d'école. Aujourd'hui, les bâtiments, pour que les étudiants aient envie de venir y travailler, et ils choisissent leurs écoles en fonction de ça. Notamment les grandes écoles, on passe les concours. Où va-t-on ? Là où les bâtiments sont ceux qui vous permettront de travailler le plus agréablement et donc le plus efficacement. C'est-à-dire seront bien isolés, seront bien organisés avec une qualité d'air. C'est un critère de choix d'une école. C'est un critère de choix, bien sûr, et ça le sera de plus en plus, d'une EHPAD pour nos aînés. C'est un critère de choix des logements. Donc, je prétends que les pouvoirs publics, d'ailleurs, mais peut-être les professionnels, je crois qu'il y en a un qui va s'exprimer après moi. On a tous notre part. On a tous notre part. C'est-à-dire que cette didactique consistant à dire l'effort environnemental, il coûte cher, alors c'est pénible, etc. Oui, c'est pour un gain économique et c'est pour un gain de qualité de vie. On n'entend pas cet argument. On l'entend ici.
Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on l'entende. Est-ce qu'à un moment donné, on a tout un tas de nos chers invités ici sur la place de élémentaire, mon cher Nico, et depuis bientôt 5 ans, on va faire 200 émissions, donc vous imaginez un petit peu le florilège et la connaissance qu'on peut en avoir. Hein. Je vous invite aussi à aller sur www.radio-imo.fr pour aller prendre les podcasts de l'émission, parce qu'il y a très enrichissant. Moi, j'ai envie de dire, on parlait du bâtiment, du syndrome du bâtiment malsain, à partir du moment où on évacue mal, on a peut-être le projet Comepo, ça a révélé il y a quelques temps, notamment que quand on a une ventilation en extraction d'air, on a des taux de CO2 qui augmentent la nuit dans les chambres qui sont de 3500 ppm alors qu'on recommande qu'il faut être à 1000. Est-ce qu'à un moment donné, il ne vaut pas mieux se dire que le bâtiment, comme ce qu'on a besoin tous, tout autour dans notre vie, le bâtiment doit être bienveillant? Je pense que peut-être la clé du principe et de la considération, il est là. Tiens, le bienveillant n'est pas un extrême d'une façon ou d'une autre, mais c'est un espèce de point d'équilibre nécessaire en tout. De façon un peu provocatrice, pour ma communauté professionnelle d'origine, je dirais qu'on parle beaucoup trop d'immobilier. En soi. C'est-à-dire que l'immobilier est au service de la vie. Bon, alors on dit... Ce n'est pas qu'un acte d'achat-vente. C'est pas qu'un acte patrimonial, c'est tout ça aussi. Hein. Bien sûr. Mais c'est d'abord des lieux d'usage, ou de celui qui les détient, ou de quelqu'un d'autre qui en est preneur, comme on dit, locataire, occupant. Et donc, on n'a pas cette approche-là. L'immobilier, quand tu dis doit être bienveillant, ben oui, ça doit être un lieu, alors, de santé publique. On sait très bien, le lien il est établi. On l'oublie, on a des discours de riches, mais je suis désolé, l'insalubrité à la Fondation Abbé Pierre... Petit lancement pour eux, je vais les inviter dans pas longtemps. Voilà, très bien, tu vas entendre que des millions de personnes, de ménages dans notre pays, sont en situation d'insalubrité résidentielle. Bon, on se dit, mais ça c'était au début de vie. Bien sûr, on se dit ça a été éradiqué au début du XXe, mais non, pas du tout. Et même dans les logements de personnes, on va dire favorisées, il y a un niveau d'insalubrité, de dangerosité pour la santé. Alors, les diagnostics techniques, on l'a vécu comme une contrainte. Ah, il faut identifier le saturnisme, tout ça, ça coûte des sous quand on fait une transaction. Mais non, mais c'est ça que ça veut dire. Ça n'a pas été assez expliqué. Le saturnisme, c'est la menace de mort d'enfants, singulièrement. Voilà, bon, parce que la présence de plomb, tout cela, d'amiante, tout cela doit être dit dans ces termes-là. Et donc, le logement bienveillant, moi, ça me plaît cette expression-là. Le logement est au service d'une vie, donc activité résidentielle, au service de l'activité de ceux qui y travaillent, qui doivent y être dans de bonnes conditions, protégés contre les difficultés de santé, dont l'intégrité physique doit être ménagée. Et puis, tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Et la productivité. Moi, j'ai pas d'état d'âme. La productivité, on sait très bien que, bien sûr, elle est affectée par des mauvaises conditions de travail. J'ai deux petits chiffres. On dit toujours que ça enrichit et c'est toujours bien de les présenter. Deux graphes très importants que j'ai en tête, notamment un, c'est l'Institut pour la santé aux États-Unis qui les a sortis. Il y en a un, ce sont sur les COV, les composés organiques volatiles, et un sur le CO2. Le taux de CO2, j'en parlais tout à l'heure. Et il faut savoir qu'on a des courbes corrélées qui montre que nos capacités cognitives diminuent de 50% pour des taux et des seuils de dépassement de l'un et de l'autre sensiblement identiques. On a des courbes à partir du moment où on dégrade notre air dans tous les cas. Là, on parle de notre air, mais la température, le taux d'humidité qu'on a dans le logement compte énormément. Tu parlais tout à l'heure, Henri, la surchauffe du bâtiment est primordiale. 25 degrés. Au-delà de 25 degrés, notre corps, en dormant, ne se repose pas. Exactement. On consomme de l'énergie pour essayer d'être bien. Ouais. Et c'est pour ça aussi que d'aller trop loin, si on allait chercher du trop frais, on serait pas bien, le corps réagirait d'une autre manière. Mais on a aussi également, et on l'entend beaucoup ces temps-ci, si vous mettez de la climatisation, pas plus de 26, de manière à garder ce niveau de logement. Bien et sûr. Ce logement aussi a un état de déphasage des matériaux dont on ne parle pas assez, qui vont permettre d'avoir un bon équilibre et de bien vivre en fonction de ces contraintes. Alors c'est un défi pour tous ceux qui gèrent le patrimoine, les administrateurs de biens, les managers dans l'univers du tertiaire, ça ne porte pas le même nom. Et pour les entreprises, tout corps d'état du bâtiment, tu en reçois beaucoup ici, c'est un enjeu de performance de leurs travaux.
et d'obligation de résultat. Mais de résultats au sens très large. Encore une fois, on a en tête, mais est-ce que ma facture va baisser? C'est l'une des conséquences. Surtout, est-ce que je vais atteindre une meilleure qualité de l'air, une meilleure qualité de vie? Est-ce que je vais mieux dormir si c'est mon habitation? Mieux travailler, parce qu'on travaille aujourd'hui, tu parlais de télétravail, j'allais dire autant chez soi qu'on ne va travailler au bureau. Peut-être plus pour certains. Et peut-être les plus pour beaucoup. Et au bureau, il n'y aura pas de transaction possible. Ça doit être un lieu où je vais être extrêmement bien. Ça n'a pas été le cas depuis dizaines d'années. Il faut être très très clair là-dessus. Et je parlais d'établissements de formation. Mais c'est un critère. On peut dire, mais attends, ce qui compte, c'est la qualité des enseignements. Oui, je pense ça. Je pense qu'il faut des bons profs, des bons enseignements. Ça fait partie du package. Oui, et notamment parce que je ne vais pas intégrer ce qu'on va me communiquer si j'ai trop chaud ou si j'ai froid ou si je suis pas bien. Donc cette dimension-là, moi, je dis que tu fais vraiment œuvre utile en la mettant sous la lumière parce que on n'en parle pas assez et que on a le sentiment dans l'immobilier d'une écologie punitive. T'entends le terme d'ailleurs, on dit mais qu'est-ce que c'est que ça, la loi climat résilience 24 août 2021, encore un truc qu'on a sur le dos, et puis on est plus vertueux que tous les autres pays, est-ce qu'on s'embête autant ailleurs, ça sert à rien, etc. Alors dérèglement climatique, encore une fois on dit oui ça c'est vrai, bon oui, c'est vrai qu'on voit quand même des choses qui éprouvent les bâtiments d'ailleurs, l'élasticité des sols, qui détruit les structures. Très bien, on le reconnaît. Mais qui parle de qualité de vie? Et c'est intéressant parce que le premier, je vais évoquer Jean-Louis Borloo, ça a été un grand ministre. Le Grenelle de l'environnement. Ministre de la Ville, on le répète. Ministre de la Ville, et les premiers arguments pour inciter la filière professionnelle, les ménages à basculer, on était à la fin des années 2010, 2007, 2008, c'était l'économique. L'économique, dans le éco, mais nomique. Et le écologique, on l'a pas expliqué. L'écologie, et c'est pas un parti politique que je prends là. Moi, j'ai des opinions, elles m'appartiennent. Je peux pas dire que je n'adhère pas à tel ou tel parti, mais oui, j'ai une sensibilité écologique, mais parce que c'est la qualité de vie. Et encore une fois, l'immobilier est un moyen, même si ça peut. J'ai la pente de dire mais c'est l'essentiel. Non, c'est pas l'essentiel. C'est un outil de vie, un outil de travail. Un outil de partage, puisque le logement, on est rarement tout seul. On a que du grand plaisir à recevoir des personnes chez nous, à aller chez d'autres, à échanger. Et c'est de là que les idées naissent sur plein de sujets aussi. Nicolas, je lisais il n'y a pas longtemps une analyse qui était incontestable d'un scientifique sur les violences urbaines. On en a connu, là, il n'y a pas longtemps. Bon. On sait très bien que les dérèglements climatiques, l'excessive chaleur, exacerbent la violence la réaction personnelle. Bien évidemment. C'est-à-dire que ça va jusque-là. L'apaisement d'une société, d'un corps social, passe par cette qualité de vie et cette régulation de l'air, de la température, sans quoi on est dans le dérèglement. Voilà, donc ça va jusque-là. On ne peut pas le dissocier. On peut dire, mais ça, c'est un truc d'intello. Mais pas du tout. C'est un truc de médecin. C'est une sociologie pure et dure. C'est une sociologie pure et dure. Et tu parlais de science, c'est une science, voilà. Et donc, cette science doit être intégrée aujourd'hui dans l'équation immobilière. Elle commence à l'être, pas assez. Voilà. Alors, dans cette équation immobilière, justement, Henri, je prends la perche. Où je prends le matériau. Toi qui connais vraiment très bien ce milieu de l'immobilier depuis 35 ans. Avant-hier, c'est ça qu'on disait tous les deux. 35 ans, allez. Quelle en est un petit peu la vision ou l'aspect que chacun... Comment plutôt chacun le prend à soi dans le milieu de l'immobilier, autant que ce soit pour les concepteurs, ceux qui vont réaliser les bâtiments, que ceux qui vont être à la démarche de dire vous avez un bien à vendre, ancien. Là, on voit également le côté qui peut paraître punitif aussi des lois fiscales vont faire que vous occupez pas un logement, il va falloir que ça va vous coûter cher de le garder, donc il va falloir faire bouger tout cela pour que ça réalimente aussi et le marché et permette à des gens de se loger, pourquoi pas aussi, ça c'est le principe. Mais comment aussi sont les agents immobiliers? Est-ce qu'on est en train de changer un petit peu le discours? On dit regardez, vous allez vivre bien chez vous, vous avez un beau canapé, vous avez une belle vue, ce genre de choses, ou est-ce qu'à un moment donné, on a commencé déjà à basculer aussi, de dire attendez, bougez pas, le logement il va être là pour vous, il va faire que vous allez vous y trouver bien, parce que techniquement, pour de l'eau qu'on va chauffer, qu'on va garder, pour une bonne aération, ventilation, pour éviter d'être agressé par des particules extérieures, qui sont les pollens, comme les particules fines ou autres, que vont être je veux chauffer, refroidir. Est-ce que ça, c'est déjà une notion qu'on sent de plus en plus marquée?
Je vais te décevoir, peut-être, ou au contraire te faire toucher du doigt que tu n'es pas en chômage technique. Ça, c'est pas pourquoi, mais je le savais. Ça. Voilà, tu le savais. Non, mais c'est bien de le dire pour éveiller encore. Mais je le dis avec compréhension et tendresse avec mon univers immobilier. Hein, je ne donne pas des leçons. Mais pardon, dans le discours des promoteurs qui doivent construire selon la norme RE 2020 aujourd'hui, dans le discours des constructeurs de maisons individuelles, des agents immobiliers, t'en parlais, qui organisent les échanges, les cessions de logements, les administrateurs de biens, les gestionnaires. Moi, je suis désolé. Les syndics de copropriété, bien sûr, les gestionnaires locatifs, les assets, les facilities, les property managers, je n'entends pas, on entend beaucoup plus côté activité, cela dit, mais côté résidentiel, je n'entends pas que ce soit un argument qui puisse atténuer la douleur économique, hein, accessoirement, et surtout qu'il soit mis en avant, même chez les producteurs de logements neufs. On entend encore, ah oui, la RE 2020, alors c'est lourd, et puis s'il vous plaît, arrêtez-vous là, parce que l'inflation des normes, et c'est juste. Oui, je suis le premier à dire, pause normative, évidemment. Mais mettez en avant la vertu que ces logements ont aujourd'hui, avec de l'innovation dans le choix des matériaux, dans les process de construction, dans l'équipement, que ce soit pour le chaud ou pour le froid, dans le pilotage aussi des consommations, hein, individualisation des frais. Bon, je ne l'entends pas, ça, je le dis franchement. Si je me mets de l'extérieur... Bien sûr, j'entends, mais problématique, Henri, qui veut juste dire depuis des années, on entend parler, je me mets à la place de tout un chacun, ouais, il y a des subventions par-ci, il y en a des subventions par-là, il y a des aides, il y a de l'éco-délinquance, il y a tout ce qu'on va trouver, il y a des contraintes qui sont réglementaires, qui se jouent, mais est-ce qu'à un moment donné, quand on voit arriver une contrainte, est-ce qu'au moment où elle est esquissée, il y a les ZFE par exemple, hein, c'est un exemple, ou les ânes, ou d'autres choses, on esquisse un début de solution sur quelque chose, mais dès le début du principe, on n'en veut pas du tout. On se dresse, on met vent debout, on bloque, et puis à un moment donné, finalement, on peut plus bloquer parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même une voie de la raison dans ces systèmes-là. Ils sont pas parfaits de base, mais on a vite tendance à dire non, j'en veux pas du tout. Et puis arrivé au bout du compte, on dit maintenant il y a plus le choix, faut y aller comme ça, et ça devient encore plus de la douleur, plutôt que de dire la contrainte que l'on voit arriver, elle est peut-être pas simple, mais finalement il y a des voies qui vont nous permettre de rester dans ce digne fil pour nous amener plus loin. On parlait tout à l'heure de sociologique, on est un peu réfractaire au changement. Le changement fait peur. Moi, je sais pas pourquoi. J'ai toujours changé beaucoup, et puis toute la nouveauté est toujours plaisante pour s'enrichir. À un moment donné, passons peut-être un petit peu cette barrière-là. Faut mieux penser le changement que changer le pansement, disait Pierre Dac. C'est pas faux. Mais attends, mais très sérieusement, derrière les plaisanteries, il y a des choses très sérieuses. T'as tout à fait raison. Ne serait-ce que sur ce besoin aujourd'hui. On dit climat résilience. C'est une loi. Le législateur, tu sais quoi, souvent, il vient en bout de course. Ce qui n'a pas été fait par le marché, par les réflexes, eh bien, ça devient une obligation. Mais on a du retard. Alors, on vit douloureusement, tu as raison, hein, un petit peu comme quand tu vis pas bien, tu fumais trop, et puis un jour, on te dit, monsieur, vous avez 3 mois pour arrêter de fumer. Parce que là, on peut pas autrement vous garantir votre santé. Et donc, c'est un peu ce qui se passe. On est aujourd'hui déjà en bout de course. On nous donne un calendrier d'une dizaine d'années, on dit, mais attendez, mais c'est beaucoup trop court. Mais non, ça n'est pas beaucoup trop court. On ne transige pas avec les dérèglements climatiques, avec la vie affectée des ménages, des travailleurs. Donc, tu as tout à fait raison. Moi, je suis triste aujourd'hui. Alors, je plaide pour des discours... Faut pas être triste. Positifs. Ouais, non, mais c'est le cas, mais je plaide pour des discours qui montrent l'intérêt de faire ce chemin-là. Qu'on le fasse très vite, moins vite, de manière un peu plus posée, mais on ne peut pas ne pas le faire. Et donc, faisons émerger le sens. Tu sais, les générations actuelles, moi je le vois avec mes étudiants, ils cherchent le sens. Tu sais, tu leur dis, mais vous allez faire ça, ils te disent, mais pourquoi je le ferai ? C'est pas de la rébellion, hein. Ils veulent savoir le pourquoi. Bon, le why. Eh bien, de la même manière, le why, on va faire ces travaux ici ou là, il faut le comprendre, mais c'est pas pour faire plaisir au gouvernement. Et même le gouvernement donne ce sentiment. C'est une obligation, vous devez respecter la loi. Mais non, c'est pas ça. L'enjeu profond, encore une fois, tu contribues à le faire percevoir. Il y a beaucoup trop d'endroits où on n'en parle pas. Et chez Radio Imo, il y a combien d'émissions où tes collègues sont à ta place, où on va parler de tous les problèmes, toutes les servitudes, tous les emmerdements, permets-moi l'expression, que ça va entraîner, mais on va pas dire, mais pourquoi fait-on ça ?
Je sais pas, quand on va à l'école, on y va pourquoi ? Se poser des questions, voilà. ça fait toujours avancer. Si tu te dis que tu vas apprendre des choses et que ça peut bien orienter ta vie, tu y vas le cœur léger. Autrement, c'est sûr que... Et Platon, il s'est posé beaucoup de questions, il a avancé, il a fait avancer beaucoup de personnes. Ah oui, puis alors Platon, il disait une chose, tu vois, je retrouve mes réflexes de vieux prof de philo. Car c'est pas la belle chose gramophone comme tout à l'heure, attention. Je ne cache pas avoir commencé ma carrière comme ça. Il disait que la beauté, et ça ne voulait pas dire seulement la beauté esthétique, le bien vivre en fait, des locaux inspirés notamment pour apprendre. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est très très marquant. Les architectes sont là pour ça, mais les femmes et les hommes de l'immobilier doivent avoir cette obsession aujourd'hui pour la rénovation ou évidemment pour la production de bâtiments neufs. C'est fait pour qu'on vive bien, pour qu'on vive mieux, qu'on partage mieux et qu'on vive de manière sereine. Voilà. Et la beauté est là aussi pour le plaisir, et je paraphraserai aussi moi avec les compagnons du devoir, tout simplement parce qu'eux ils sont dans la beauté du geste, et ceux qui le font, ils savent pourquoi ils le font plus loin. J'ai eu l'occasion d'avoir une conférence pas plus tard que ce matin auprès de personnes qui sont dans l'entretien des bâtiments collectifs et dans la rénovation pour aller chercher les nouveaux systèmes, et je leur disais, sachez que votre métier, il est beau parce qu'il ne s'arrête pas à la pose du matériel, il continue parce que vous avez fait le bon geste, de la bonne adéquation pour que pendant des années ça se passe bien. Et c'est certain. Et on va continuer, je pense. Et rappelons-nous une chose, on est en train de reconstruire Notre-Dame, l'une des magnifiques cathédrales de notre pays. Il fait bon dans les cathédrales, il fait bon dans les églises. Voilà. C'est important. C'est-à-dire qu'on a eu ce souci de très longue date. Aujourd'hui, on semble le redécouvrir. Le beau geste avait aussi cette finalité de bien vivre. Et puis on cherchait à le faire, et il fallait sans cesse revenir sur le travail pour arriver au geste. Les choses ne sont... L'immédiateté dans le bien faire n'existe pas. Par contre, moi qui étais pompier pendant longtemps, évidemment, la somme de tout ce qu'on a appris, qu'on répète en permanence, fait que quand on arrive en situation d'urgence, on se dit pas « Oh le feu, on va l'éteindre demain ». Non, on sait que tout ce qu'on a appris va nous permettre d'agir rapidement et en bon sens. Henri, c'est un plaisir, Nicolas. On aurait pu passer encore des heures, tu reviendras. Le principe de l'émission, c'est de revenir et de regarder comment tout ça évolue. Je te souhaite un très bel été. Merci, pour toi aussi. Retour pour cette rentrée ensemble en direct sur l'émission, mais surtout, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, à très bientôt, prenez soin de vous, et puis comme d'habitude, ouvrez grand vos yeux, vos oreilles, votre cœur aussi. Il n'est pas interdit de sortir du cadre. On parlait de contraintes tout à l'heure. François Villon, c'est quand il a été enfermé et qu'il était contraint qu'il a écrit ses plus beaux poèmes. À très bientôt, prenez soin de vous, au revoir. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.